Ainsi, nous sommes parés maintenant pour parler de ces propriétés asymptotiques avec les notations que nous avons, avec la compréhension que nous avons de l'estimateur de maximum de vraisemblance θ n chapeau. Nous allons aborder maintenant les propriétés asymptotiques qui le caractérisent. Et tout d'abord, la consistance de Wald, c'est-à-dire la convergence en probabilité de mon estimateur de maximum de vraisemblance vers le θ0 que l'on va considérer comme étant le vrai θ, en quelque sorte. θ0, ici, on va le définir comme étant celui qui est le vrai θ qui caractérise la densité paramétrique considérée. C'est-à-dire, si j'ai une infinité de points, en quelque sorte, si j'ai une population tout entière, on suppose qu'il existe une distribution paramétrique qui va caractériser cette distribution tout entière. On suppose ça et on suppose que cette distribution possède alors un θ, c'est une distribution paramétrique, et ce θ est égal à θ0. Donc s'il existe une distribution paramétrique pour x qui caractérise toute la population, on dira que θ0 est le vrai paramètre, la vraie distribution, le paramètre qui fixe, on se souvient, la distribution, le paramètre qui fait qu'elle ne bouge plus. Pour différents états, la distribution peut changer de forme, etc. On l'avait revu dans la normale. Et bien ici, on considère que ce θ0, c'est le vrai paramètre de la distribution de la population. S'il y avait un générateur qui génère des individus de cette population, eh bien, ce générateur travaillerait avec cette fonction f de x si θ0. C'est-à-dire qu'il générerait, cette distribution-là, générerait automatiquement des individus faisant partie de la population, puisqu'on aurait fx si θ0, si vous voulez, serait la vraie distribution de la population. Et donc on a ce premier théorème, le théorème équivalent à une loi des grands nombres pour l'estimateur de maximum de vraisemblance, sous certaines conditions, cette convergence en probabilité. Donc le θn va en probabilité être de plus en plus proche de θ0 lorsque n tend vers l'infini. En probabilité, bien sûr, on se rappelle des définitions de convergence en probabilité, sous certaines conditions, et en particulier celle-ci. Donc on va prendre la fonction Lθ, là on définit cette fonction Lθ, qui est l'espérance de la log densité, espérance par rapport à θ0. Donc espérance, ça veut dire, dans le cas continu, une intégrale. On balaye toutes les valeurs possibles avec leur probabilité de la population caractérisée par θ0. Donc vraie distribution de fx dans la population, fx si θ0. Alors cette quantité-ci, c'est vraiment considéré qu'on regarde la log densité, que la log densité qui, elle, ici, dépend de θ, donc c'est une fonction de θ, on regarde l'espérance de cette log densité balayée sur toutes les valeurs possibles et leurs probabilités, fx si θ0. Cette quantité-là, on peut montrer, c'est comme si on avait mon exemple d'une des vidéos précédentes où on explique bien comment la normale s'ajuste au point. Si on avait une infinité de points, la normale s'ajusterait, la normale obtenue par un maximum de vraisemblance avec un nombre infini de points sur l'axe des abscisses, cette normale-là s'ajusterait, intuitivement on le comprend, sur la vraie normale correspondant à la distribution de la population, cette normale qui serait alors caractérisée par un
mu sigma carré, mu égale mu 0, sigma 0 carré, de la même manière qu'on a un θ 0 ici, l'indice 0. Vous voyez, cette idée de dire, si j'avais une infinité de points, intégrale sur toute toutes les possibilités, intégrale sur toutes les possibilités, donc somme sur toutes les possibilités, somme infinie sur toutes les possibilités, intuitivement. Donc log vraisemblance effectuée sur toutes les possibilités de points, donc une infinité en quelque sorte de points. J'ai donc ici une fonction de vraisemblance, c'est comme une fonction de vraisemblance sur une infinité de points. Eh bien, il est facile de comprendre que, intuitivement en tout cas, on peut le faire théoriquement avec la distance de Kullback-Leibler, mais ça je mets de côté dans le cadre de ce cours. Eh bien, cette fonction-là de log vraisemblance théorique, elle va être maximale en un θ ici qui est égal à θ 0. Eh bien, si ce maximum est unique, c'est la condition, si ce maximum est unique en θ 0, eh bien, nous avons là, avec certaines autres conditions de régularité, nous avons que l'estimateur de maximum de vraisemblance est convergent en probabilité. C'est la consistance de Wald que l'on appelle ça, et il s'agit de la première propriété asymptotique d'importance pour notre estimateur de maximum de vraisemblance. Il converge en probabilité, mais il converge. La deuxième propriété, c'est souvent la même chose, c'est l'équivalent du théorème central limite que nous étudions ici. Il y a d'ailleurs une preuve en dessous que vous pouvez lire si cela vous intéresse, basée sur un développement de Taylor. Ici, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais qui va nous donner ce qu'on appelle donc la normalité asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Le résultat, le voici. Et regardez, voici la matrice d'information de Fisher qui intervient ici, qui intervient dans la variance asymptotique de mon estimateur de maximum de vraisemblance. Donc on a la structure ici pour cette normalité asymptotique. Nous avons véritablement la structure d'un théorème central limite avec une racine de n ici que multiplie la différence entre l'estimateur de maximum de vraisemblance et sa vraie valeur θ 0 dans la population. Et bien la distribution de cette quantité-ci lorsque n grandit, lorsque n se rapproche de plus en plus de l'infini, eh bien ressemble de plus en plus à une distribution normale de moyenne 0 et de variance inverse de la matrice d'information de Fisher dans le cas univarié. Donc c'est la dérivée seconde de la log densité, enfin 1 sur cette dérivée seconde, qui sera alors la variance asymptotique de mon estimateur de maximum de vraisemblance univarié à unidimensionnel, si nous considérons donc ce cas unidimensionnel. Ça signifie donc que la variance de l'estimateur de maximum de vraisemblance, si j'applique la variance sur ce terme de gauche-là, donc la variance de θ 0, bien sûr, c'est 0, mais la variance de racine de n θ n, donc n fois la variance de θ chapeau n, eh bien, ce sera I1 de θ 0 moins 1. Donc la variance de θ n chapeau, ce sera I1 de θ 0 moins 1, divisé par n. On retrouve bien donc une variance qui va tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui est évidemment quelque chose auquel on peut s'attendre. Et il vaut mieux, bien sûr, il est vraiment important que ce soit comme ça, que la variance d'un estimateur tende vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et il aura donc une variance qui sera égale à l'inverse de la matrice de la... Enfin, en tout cas, on parlera de matrice de variance-covariance, parce qu'à partir du moment où nous avons ici une matrice, l'inverse de la matrice de l'information de Fisher, ça voudrait dire alors que
nous avons ici, lorsqu'on calcule la variance, en quelque sorte, de racine de n fois θ chapeau n moins θ0, donc quelque part n fois cette variance de θn, ça devient, dans le cas multidimensionnel, ça devient une matrice de variance-covariance, c'est-à-dire que sur les éléments diagonaux, vous avez les variances des différents estimateurs. Hein. Vous avez par exemple la variance de mu chapeau n, la variance de sigma carré chapeau n pour une normale, ça c'est sur les éléments diagonaux, et puis sur les éléments non diagonaux, on le verra peut-être un peu plus tard, vous aurez la covariance entre mu chapeau n et sigma carré chapeau n. Donc vous aurez sur les éléments diagonaux, de manière générale, les covariances entre les différentes composante de l'estimateur vecteur de maximum de vraisemblance. Et sur la diagonale, vous avez à ce moment-là bel et bien les variances des différents estimateurs de maximum de vraisemblance correspondant aux différentes composantes du vecteur de paramètres. Mais en unidimensionnel, c'est très simple, ça reste une variance. C'est la variance d'un estimateur de maximum de vraisemblance. Et ça, c'est une quantité, une dérivée seconde de log densité au dénominateur, et ce dénominateur est multiplié par n, cette quantité-là tend vers 0, c'est une variance classique où en général on a n au dénominateur et cette variance tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc c'est c'est une estimation bien sûr, c'est une approximation de la variance, puisque ça, il s'agit d'une variance asymptotique, hein, donc c'est une variance qui est vraie en quelque sorte à l'infini, mais comme n tend vers l'infini, c'est assez compliqué. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que la variance d'un estimateur de maximum de vraisemblance peut être approximée par l'inverse de la matrice d'information de Fisher et multipliée par 1 sur n, et que donc forcément, c'est une variance qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et on va voir que c'est une très bonne variance asymptotique. Voilà ce que nous dit la normalité asymptotique, l'équivalent théorème central limite pour notre estimateur de maximum de vraisemblance. Alors on passe à une inégalité très importante qui va nous permettre de comprendre en quoi cette variance asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance est vraiment une très bonne variance. On appelle ceci, et on ne va la voir que dans le cas de l'échantillon dans le cas d'un paramètre à une seule dimension, pour comprendre plus facilement de quoi il s'agit, d'un paramètre θ unidimensionnel. On va considérer ce qu'on appelle l'inégalité de Cramér-Rao. L'inégalité de Cramér-Rao, je la montre ici automatiquement, c'est une borne inférieure sur la variance. Et vous voyez immédiatement qu'au dénominateur, elle fait apparaître n fois I1, ce que je disais tout à l'heure être la version échantillon de la matrice d'information de Fisher. Donc ça, c'est la matrice d'information de Fisher, version échantillon. C'est très facile de voir l'espérance de la version échantillon du score étant égale à 0. On a l'espérance du score transposé, ça fait donc la variance du score transposé. Et bien ça, il s'agit de la matrice d'information de Fisher, version échantillon. On peut montrer ça, c'est pas le plus important, mais en tout cas, on peut montrer ça facilement, bien sûr. Mais la matrice d'information de Fisher, version échantillon, c'est donc n fois la matrice d'information de Fisher, version une seule variable aléatoire. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ça, c'est cette inégalité-là. La preuve est ici. Également, la preuve, voilà, la preuve se trouve un petit peu plus bas ici. Elle est assez simple, vous pouvez la lire également. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais on voit cette démonstration ici. On voit que l'on insère dans la dérivée par rapport à θ de l'espérance de θ. On va redéfinir ça, hein, on va définir correctement
Mais c'est une dérivée par rapport à θ. Donc dans le cas unidimensionnel, c'est l'espérance d'une statistique t par rapport à sa fonction de vraisemblance que l'on voit ici. Enfin, certes, nous avons cette quantité-là dans laquelle on peut faire intervenir la covariance entre une certaine statistique et la version échantillon du score et obtenir ici cette inégalité assez facilement. On ne rentre pas dans les détails de la démonstration. Ce qui va m'intéresser, encore une fois, on n'aura pas de questions particulières sur ce type de démonstration. Par contre, la compréhension de cette inégalité de Kramer-Rao est fondamentale. On a une statistique T. Une statistique T qui dépend de x la n. xn, c'est simplement une notation pour dire x1, xn, qui dépend de mon échantillon ID. C'est une statistique, par exemple, c'est la moyenne, bien sûr. C'est une statistique qui a pour but d'estimer le paramètre θ. Pn, je le disais tout à l'heure, c'est simplement la fonction de vraisemblance ou la loi jointe, bien sûr, de l'échantillon d'un échantillon IID. L'information de Fisher, la matrice d'information de Fisher, version échantillon, est donnée par INθ, et la variance, alors mu t de θ, c'est simplement l'espérance θ de t. Eh bien, si cette espérance θ de t est dérivable, devrait-on dire pour être tout à fait juste en français, dérivable par rapport à θ, dérivable par rapport à θ, devrait-on dire ici pour être parfaitement correct, eh bien, nous avons cette inégalité. La variance de ma statistique, la variance d'une statistique qui a pour but d'estimer θ, elle est toujours supérieure à cette quantité-là. Elle ne peut pas être inférieure. Il existe une borne inférieure sur la variance d'un estimateur. On ne peut pas aller en dessous de cette borne-là. Une variance d'un estimateur, ça ne peut pas aller en dessous de la borne qui est indiquée ici. Bon. Nous, en quoi est-ce que c'est quelque chose que nous allons appliquer avec intérêt? Eh bien, c'est un cas particulier, mais souvent très important. C'est le cas où t est sans biais. Si t est sans biais, on rappelle, lorsque t est sans biais, ça veut dire quoi? T est sans biais, ça veut dire espérance θ de t, espérance ici de t par rapport à la densité θ, égale θ, pour tout θ. Ça, c'est un estimateur sans biais. Donc, lorsque ceci est égal à θ, si vous dérivez θ par rapport à θ, ça nous fait 1. Donc, la dérivée par rapport à θ, mu θ prime de θ, là, c'est égal à 1. Et dans ce cas-là, eh bien, ce terme ici, ce numérateur de cette fraction dans Kramer-Rao devient égal à 1 et nous avons la borne inférieure sur la variance qui devient vraiment, dans le cas unidimensionnel, 1 sur n fois l'information de Fisher version échantillon. Voilà. Si on dira qu'une statistique, qu'un estimateur qui atteint cette borne-là, lorsque cette inégalité devient une égalité, un estimateur qui atteint cette borne-là en variance, c'est un estimateur qui est dit efficace. Un estimateur sans biais, donc qui atteint cette borne, eh bien c'est un estimateur qui est dit efficace. Par extension, on parlera aussi d'efficacité entre deux estimateurs sans biais. Je prends T1 et T2 qui sont deux estimateurs sans biais de la même quantité θ. T1 est dit plus efficace que T2 si sa variance est plus petite. Donc parfois, si la variance de T1 est plus petite que la variance de T2, tous les deux étant sans biais, si le rapport variance de T1 sur variance de T2 est inférieur à 1, alors on dira que T1 est plus efficace que T2. Et donc si on prend le rapport aussi variance de T2 divisé par variance de T1, eh bien on pourra en quelque sorte mesurer l'efficacité de T1. Si T1 est beaucoup plus efficace
que T2, sa variance sera beaucoup plus petite, donc la variance de T2 sur la variance de T1, elle sera très très grande, elle deviendra de plus en plus grande. Plus T1 est efficace par rapport à T2, plus le rapport, l'efficacité, variance de T2 divisé par variance de T1 est grand. Donc vous voyez, ce vocabulaire simple est utilisé également pour qualifier la qualité des estimateurs. Efficacité, donc c'est souvent relié à la variance des estimateurs sans biais. Alors, en quoi est-ce que cela nous concerne par rapport à l'efficacité dont nous avions parlé pour, la normalité asymptotique et la variance asymptotique dont nous avions parlé pour l'estimateur de maximum de vraisemblance? Eh bien, c'est ici. On va examiner ici Tn, cette fois-ci une suite d'estimateurs. C'est toujours un estimateur, hein, mais qu'on indice par n, parce que l'on va imaginer encore une fois que n peut varier et tendre vers l'infini. Tn, donc c'est une fonction de mon échantillon x1, xn. Eh bien, l'inégalité de Cramér-Rao, dont nous avons parlé tout à l'heure, elle peut également s'écrire comme ceci, hein, bien sûr, pour un estimateur sans biais, mais alors pour des estimateurs qui, eux, sont avec biais, on en a parlé tout à l'heure, hein, ça, il s'agissait de, ça c'est la dérivée par rapport à θ de l'espérance de Tn, hein, donc ça c'est vraiment réécrire, si vous voulez, l'inégalité de Cramér-Rao. Mais pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce que c'est la variance asymptotique de l'estimateur de maximum de vraisemblance, eh bien, on va prendre un estimateur de θ qui, cette fois-ci, va être asymptotiquement sans biais, au sens de mu' Tn de θ, ici, qui tend vers 1. Donc ça, c'est la dérivée par rapport à θ, ou le gradient par rapport à θ, de l'espérance de t, qui dépend de θ, hein, l'espérance de Tn. On va faire tendre n vers l'infini. Donc vous savez qu'un estimateur sans biais, asymptotiquement sans biais plutôt, c'est un estimateur pour lequel nous avons l'espérance de Tn qui tend, quand n tend vers l'infini, qui tend vers θ. Donc si on passe cela à la dérivée, sous certaines conditions, c'est facile de dire qu'on peut définir ici ce que c'est un estimateur sans biais comme étant la dérivée de cette espérance Tn de x, de xn, hein, cette espérance de l'estimateur dérivée tend vers 1. Ça, on peut voir ça comme étant un estimateur asymptotiquement sans biais. C'est le cas de nos estimateurs classiques, c'est le cas de la plupart de nos estimateurs classiques qui sont sans biais, c'est-à-dire pour lesquels l'espérance de Tn tend vers θ. Espérance de Tn tend vers θ, donc dérivée par rapport à θ de l'espérance de Tn tend vers 1. Donc dans ce cas-là, nous avons, lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, hein, eh bien cette quantité-ci va forcément tendre vers 1. La quantité qui se trouve au numérateur ici va forcément tendre vers 1. Je fais passer n de ce côté-ci. J'ai donc, alors pour des raisons de notation, c'est une limite en gros, hein, mais pour bien définir la limite, on met la limite 1 pour n tendant vers l'infini de n fois la variance θ de Tn, donc c'est le n qui est revenu ici. Eh bien, c'est plus grand ou égal à 1 sur I1 de θ. Tn est dit asymptotiquement efficace lorsqu'il y a égalité. Et dans notre cas du maximum de vraisemblance, c'est exactement ce que nous avons. La variance n fois la variance de θn, c'est bien 1 sur l'information de Fisher. On peut l'écrire de la manière, on devrait mettre une inverse ici si on était dans le cas matriciel, mais ici on considère dans cette inégalité que nous sommes dans le cas unidimensionnel. C'est vrai de toute façon pour chaque composante d'un vecteur θ, ce sera alors l'élément diagonal de la matrice d'information de Fisher, mais ceci c'est un détail d'écriture. Voilà, donc ce qui est important, c'est que la variance
de mon estimateur de maximum de vraisemblance, que nous avons vu comme étant écrite comme étant approximée par ce I1 θ moins 1 divisé par n, hein, eh bien cette égalité-ci, cette égalité asymptotique, si vous faites la limite pour n tendant vers l'infini de n variance de θ chapeau n, vous avez bien I1 moins 1 de θ, vous avez bien cette quantité-là. Notre estimateur de maximum de vraisemblance, il est asymptotiquement efficace. Il a une variance asymptotique qui est plus petite, une variance asymptotique qui est plus petite, puisqu'il atteint l'égalité ici, que n'importe quel estimateur de θ asymptotiquement sans biais dans ce sens-ci. Très important donc ce résultat. Nous avons la consistance au sens de Wald, notre estimateur de maximum de vraisemblance tend vers θ0 en probabilité, la normalité asymptotique, et pour notre estimateur de maximum de vraisemblance, nous avons cette propriété du fait qu'il est asymptotiquement efficace. Et ensuite, il a aussi une propriété intéressante que l'on appellera le théorème d'invariance dans ce cas-ci. Et regardez en quoi ça consiste. Très simplement, si j'ai un estimateur de maximum de vraisemblance, et puis que j'aimerais bien trouver un estimateur du maximum de vraisemblance, mais pour une fonction injective, dira-t-on, sur un domaine donné, un domaine θ donné, sur une fonction donc de mon paramètre. Est-ce qu'il est possible simplement d'aller prendre l'estimateur de maximum de vraisemblance θ, de le mettre dans la fonction injective en question, mettons G, et de dire, eh bien, l'estimateur de maximum de vraisemblance de G de θ, c'est G de l'estimateur de maximum de vraisemblance de θ. La réponse est oui. Regardez, soit θn, aimez-le. Aimez-le. On va mettre ça souvent comme acronyme pour estimateur de maximum de vraisemblance. Ça veut dire Maximum Likelihood Estimator. Hein. Estimateur de maximum de vraisemblance. Donc, θ chapeau n, estimateur de maximum de vraisemblance de θ appartenant à grand θ. Et j'ai une fonction qui prend un élément dans grand θ, qui va de grand θ, de θ majuscule, vers phi. Hein. Ça peut être un sous-ensemble de R, de R2, de RP, de RK. Ça peut être une fonction donc à sortie multidimensionnelle. G, c'est une application continue injective. Injective sur l'espace des paramètres considérés. Donc quand lorsque j'ai deux valeurs les mêmes, pour G de θ1 égale G de θ2, ben on doit avoir θ1 qui est égal à θ2. Alors, le maximum de vraisemblance de phi, donc de la fonction G de θ, eh bien, il s'agit de l'estimateur de maximum de vraisemblance pour phi qui est égal à G de θ, eh bien c'est G de l'estimateur de maximum de vraisemblance, rien que sous la condition d'une fonction injective. Et nous terminons alors avec une conséquence de la normalité asymptotique de l'estimateur de maximum de vraisemblance et de ce théorème d'invariance. Une fonction injective de θ, son estimateur du maximum de vraisemblance, s'il s'agit de G de l'estimateur de maximum de vraisemblance de θ. Mais oui, mais alors, pour cet estimateur du maximum de vraisemblance de G de θ, qu'avons-nous comme
qu'avons-nous comme normalité asymptotique? Eh bien là voilà, la méthode delta, on appellera ça de manière générale quand on a une transformation d'un estimateur, hein. Donc si on a ici la normalité asymptotique pour l'estimateur du maximum de vraisemblance et que le g est dérivable par rapport à θ en θ0, vous voyez ici ce sont les dérivés de g, ce sont les gradients transposés, ici dérivés de g par rapport à θ au point θ0, le vrai θ0 de la population, et bien nous avons la racine de n de g de θn chapeau moins g de θ0, la forme que nous retrouvons d'habitude dans les normalités asymptotiques, eh bien, ceci converge en loi. On a mis un D là, on aurait dû mettre un L, hein, ça veut dire distribution, converge en distribution, mais converge en loi. La loi de ceci, lorsque n grandit, ressemble de plus en plus à une normale de moyenne 0, vecteur de 0, hein, et de variance où nous retrouvons l'information de Fisher au milieu et elle est multipliée à gauche et à droite par le jacobien en fait. Par le jacobien, le gradient par rapport à θ de g de θ0. Donc ça signifie, on va prendre les différentes composantes de g, là, admettons que g, son image soit dans RK, donc il y a K sorti pour g, vous avez ici G1, ici G2, la ligne correspond à G2, ici la ligne correspond à GK, hein, et sur chaque ligne, on a les dérivés par rapport aux différentes composantes de θ en θ0. D'ailleurs, ce n'était pas le moment de l'écrire tout à fait, de l'écrire particulièrement lorsqu'on a parlé de la normalité asymptotique, hein, mais si j'y reviens 2 secondes à cette normalité asymptotique au départ, oui, si, on a bien mis θ0 ici, de toute façon, c'est très bien. Donc nous avons la normalité asymptotique. Dans cette variance asymptotique, nous sommes bien au point θ0. Nous sommes ici au point θ0, θ0, θ0. Alors si on veut estimer cette variance asymptotique, bah oui, on peut se dire θ0, on ne le connaît pas exactement, on ne connaît que le θn. Eh bien c'est pas grave, ce θ0 là, on va l'estimer par le θ chapeau n par l'estimation du maximum de vraisemblance. Donc, si on doit calculer la variance asymptotique, c'est-à-dire la variance de l'estimateur de maximum de vraisemblance, que ce soit θn ou g de θn, lorsque n devient grand, eh bien, on utilisera cette formule-ci. La fonction g, on la connaît, on peut calculer le gradient. Les θ0, on les remplace par l'estimateur de maximum de vraisemblance θn chapeau lui-même. La matrice d'information de Fisher, ben, nous savons que ce sont des dérivées secondes calculées en θ0, espérance de... que ce sont des dérivées secondes ou des carrés de dérivées premières, hein, de la log densité par rapport aux différents θ. Donc nous savons également calculer les éléments de cette matrice-là, en θ égale θ0 remplacé par θ chapeau n, et nous pouvons également calculer les différents, le jacobien de g de θ, et donc nous pouvons, en divisant ensuite par n, calculer une variance asymptotique pour un estimateur de maximum de vraisemblance, ici en l'occurrence g de θ chapeau n, et ceci clôture les différentes propriétés très importantes du maximum de vraisemblance. Donc on va résumer. Consistance de Wald, convergence en probabilité de l'estimateur de maximum de vraisemblance vers le vrai θ0 de la population. Normalité asymptotique, racine de n θ chapeau n moins θ0, tend en loi, cette quantité-là a une loi qui, lorsque n devient grand, devient de plus en plus proche d'une normale de moyenne 0 et de variance qui est l'inverse de la matrice d'information de Fisher. Normalité asymptotique, alors variance, pardon, estimateur de maximum de vraisemblance qui est asymptotiquement efficace. N fois la variance d'un estimateur de maximum de vraisemblance unidimensionnelle, eh bien, la limite de n fois cette variance lorsque n tend vers l'infini, c'est
1 divisé par l'information de Fisher multipliée par n, c'est-à-dire que l'estimateur du maximum de vraisemblance atteint la borne asymptotique de Cramér-Rao de variance minimale. Il n'y a pas d'estimateur sans biais, au sens du biais comme nous l'avons vu, d'asymptotiquement sans biais comme nous l'avons vu. Il n'y a pas d'estimateur asymptotiquement sans biais qui ait une variance asymptotique inférieure à celle de l'estimateur du maximum de vraisemblance. Et enfin, lorsqu'il y a lorsqu'on veut obtenir un estimateur de maximum de vraisemblance pour une transformation injective de mon paramètre θ, eh bien, elle s'obtient par cette fonction injective de mon estimateur du maximum de vraisemblance. La normalité asymptotique en découle, et encore une fois, nous avons pour l'estimateur correspondant, puisque c'est encore un estimateur de maximum de vraisemblance, cette fonction injective de l'estimateur du maximum de vraisemblance, eh bien, nous avons également l'efficacité asymptotique pour cet estimateur transformé G de θn chapeau. Ceci conclut donc les propriétés difficiles à comprendre, mais importantes, de notre estimateur du maximum de vraisemblance.